m'appelle Amélie, j'ai 43 ans, je suis maman de 6 enfants, dont l'aîné s'appelle Eric et est porteur d'une trisomie 21. Première fois, j'étais enceinte et au moment de l'échographie, le médecin nous dit qu'il y a un souci sur les images, avec notamment une grosse clarté nucale, c'est-à-dire une épaisseur de nuque très élevée. C'est peut-être 24 heures après que j'ai pris conscience que cette anomalie pouvait être grave. Pour Amélie, c'était important de savoir si l'enfant qu'elle portait allait vivre, puisqu'on nous avait évoqué une trisomie 13 ou 18, qui sont beaucoup plus graves qu'une trisomie 21, puisque l'enfant n'a que 10% de survie. Et donc Amélie avait besoin de savoir si elle devait se préparer à une vie possible ou à un enterrement. Le fait que l'enfant pouvait ne pas survivre et que la grossesse pouvait s'arrêter, c'était pour moi quelque chose de catastrophique. Dans notre histoire à nous, les médecins avaient tendance à dire ben voilà, il y a une anomalie, donc il faut faire la myosynthèse. Ben oui, mais en fait, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on doit faire cette amyosynthèse et quel sens ça a? Personnellement, j'avais besoin de faire cette amyosynthèse parce que je voulais savoir ce qu'avait comme anomalie le bébé. Pour moi, ça a été vraiment un soulagement en fait, de savoir qu'Eric n'avait qu'une trisomie 21 parce que du coup, on éliminait le risque de trisomie 18 qui était létale soit rapidement pendant la grossesse, soit très rapidement après la naissance. Pour moi, ça changeait pas grand-chose dans la mesure où, comme médecin, on avait choisi d'accueillir la vie telle qu'elle était. Et même si on est chrétien, c'était pas dogmatique. Pendant toute cette grossesse, j'ai senti que les collègues, ils étaient à la recherche d'anomalies qui pouvaient nous faire changer d'avis. J'ai pleuré, beaucoup pleuré à l'annonce. Quand j'ai annoncé à ma maman que j'avais un enfant qui avait la grossesse, il y avait un souci à la grossesse. Ce qui m'a été très important, c'est de savoir que ma famille, je savais que l'enfant, quel qu'il soit, serait accueilli. Et de me dire, en fait, je sais que je pourrais quand même confier mon enfant à mes parents, à ma belle-mère, quel qu'il soit. Et ça, pour moi, c'était un soulagement de savoir, en tout cas, des grands-parents. Ma sœur qui vit en Allemagne m'a dit quelque chose qui m'a profondément touché, c'est que c'est dans les épreuves qu'on se découvre des forces insoupçonnées. Et moi, ça m'a aidé. On a eu des remarques blessantes. Même des amis parfois profondément chrétiens nous disant que eux ils avorteraient. Et c'est vrai qu'on en est un peu fragile à ce moment-là, parfois ça peut blesser profondément. On avait une petite heure de route pour aller à la maternité et je suis arrivée et Eric est né 5 minutes après. Et voilà, j'ai un très beau souvenir de cette naissance, hein. Je m'en souviens comme c'était hier. Voilà, c'est une vie de famille qui commence, un peu différente des autres. J'ai appris, donc une fois qu'Eric était né, qu'il y avait eu des chaînes de prière pendant ma grossesse. Et en fait, je me suis sentie portée par cette communauté. C'est assez merveilleux. C'est merveilleux de vivre ça. Je pense que moi, j'étais inquiet de devenir père et que le handicap d'Eric m'a peut-être aidé à devenir père. Comme je me suis beaucoup occupé d'Eric quand il était bébé, je pense que ça a créé une relation particulière entre nous. Une intimité et aussi je suis assez affectueux, donc je le prenais dans mes bras, etc. Et actuellement, même grand, il a encore besoin de son câlin quotidien. La présence d'Eric dans la vie du couple, elle a amené une ouverture à un autre monde, hein. Je pense on n'aurait pas pu côtoyer des gens qu'on a rencontrés et c'est grâce à Eric qu'on a pu rencontrer des gens. Du coup, des liens amicaux, fraternels très forts. La naissance d'Eric, je pèse tous mes mots, elle est source de joie et de grâce, mais ce n'est pas une grâce. Et pour moi, je le souhaite à personne d'avoir un enfant handicapé, de faire ce parcours du combattant. Je ne veux pas amener un regard idyllique et angélique du handicap, parce que c'est pas rigolo. Moi, je pense que c'est pas rigolo d'être frère et sœur d'un enfant handicapé. Et chaque progrès d'Eric a été source de joie, mais ses retards ont été aussi parfois source de souffrance et de larmes. Eric, il a sa vie de grand frère comme les autres. Alors ça a rendu parfois la vie compliquée, puisque Irénée s'est retrouvé comme cadet, mais comme grand frère intellectuel. Eric n'a pas pu l'aider intellectuellement, mais je pense qu'il l'aide humainement. Je suis issue d'une famille
plutôt intellectuelle, mon mari aussi. On est en train de découvrir que les études ne sont pas un objectif en soi et que c'est pas ça qui fera le bonheur de nos enfants. Et je pense que j'aurais pas été capable d'avoir ce discours-là si Eric n'était pas né. On a voulu qu'Eric ait la vie la plus normale possible et qu'il soit le plus autonome possible. Si Eric prend le tram, fait du vélo, fait de la trottinette, fait du conservatoire, il va tout seul, c'est parce qu'on lui a permis de le faire et que lui était prêt à le faire, qu'il était demandeur de le faire et qu'on l'a accompagné. Mais c'est toujours blessant d'entendre des gens qui nous connaissent peu ou pas dire qu'on prend trop de risques et que c'est dangereux et qu'on est inconscient et qu'on est des mauvais parents. Moi, je le rêve ayant son appartement, un métier. Là, il parle de se marier, donc il trouve quelqu'un qui lui corresponde. Voilà, c'est ça mes joies de père d'un enfant différent. Il m'a fait découvrir une spiritualité que je ne connaissais pas. Il a une rencontre avec Dieu que je n'ai jamais eue et que je perçois chez lui, et ça m'a vraiment déplacée. J'aimais bien, grande adolescente, dire que j'étais unique au monde et on a une famille atypique et je le revendique. Avec un aîné triso, 6 enfants, des petits jumeaux en dernier, une seule fille au milieu de tous ces garçons. Voilà, j'aime bien avoir cette atypie et ça nous ressemble.